Amis de Otaku, j'espère que tout le monde va bien. Alors avant tout, je vais vous souhaiter une bonne année 2021. On est bien content que 2020 soit terminé. On va espérer que 2021 soit meilleure. Elle ne peut que être meilleure. Je suis très positive. Bon, comme d'habitude, je me dis que peut-être vous avez manqué le début parce que ça marchait pas. Parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça marche puis quand est-ce que ça marche pas. Alors, je vais ouvrir ça correctement pour voir vos commentaires. Ça sera pas bien long. Alors, aujourd'hui, c'est un live non thématique pour bien commencer l'année. C'est mon premier live. Et ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé, pour vrai. Ça me fait bien plaisir de vous retrouver. Alors, dites-moi un petit peu aujourd'hui, ce que j'aimerais en fait c'est vous entendre. J'aimerais savoir quel manga vous avez eu pour Noël. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez lu pendant la relâche, c'était quoi vos lectures, qu'est-ce qui vous a allumé. Et puis peut-être vos coups de cœur de l'année. C'est quoi votre coup de cœur ultime de l'année 2020 en termes de manga? Alors, et puis je suis sûre que vous voulez connaître le mien. Alors je vous l'ai préparé. Allô Romy, allô Maxime, bienvenue. Donc, je vous laisse commenter, je vous laisse me parler un petit peu de vos séries préférées, de votre coup de cœur 2020, de vos cadeaux de Noël manga, puis de vos lectures, de la relâche de Noël. Et puis, dès que j'ai des commentaires, je me lance et je vous parle de ça, je rebondis là-dessus avec plaisir. Comme ça, on va essayer de s'échanger les bons titres. Alors, moi, je vais vous montrer ce que j'ai eu pour Noël parce que j'ai des... j'ai des mangas partout autour de moi, puis je lis des mangas comme tous les jours, là vous le savez, toutes les semaines je suis en live pour vous parler de mes lectures. Mais malgré tout, il y a quand même du monde qui m'a offert des mangas pour Noël, fait que c'était très très cool. Alors c'est là qu'on voit ce que les gens connaissent de ma personnalité. Alors, ce que j'ai eu pour Noël, on va commencer par celui-ci. J'ai eu le fameux gros livre manga dont on vous avait parlé récemment. Alors, c'est un... Coucou Lauriane, bonne année. C'est un guide, en fait, c'est un livre qui a été fait à l'occasion d'une exposition qui avait été faite au London British Museum, donc une exposition sur le manga. Et c'est plutôt sérieux, c'est quand même un musée super réputé, fait qu'il ait fait une exposition spécifique sur le manga. Je trouve ça vraiment cool, ça montre que le manga est en train vraiment de rejoindre les autres formes d'art au rang d'art et non pas de culture pop. Et ça, je trouve ça très cool. Bonjour Benjamin, bienvenue. Fait que ce livre-là a été fait à l'occasion finalement de cette expo. Alors il est vraiment très cool. J'ai commencé à le lire, comme vous voyez c'est une brique, hein, j'ai pas fini. Il y a des interviews des auteurs qui avaient leur travail exposé. Il y avait des planches originales, c'est des vieux de la vieille. Là, je vous montre Tetsuya Chiba. Tetsuya Chiba, c'est quand même l'auteur de Hippo, écrit en 1962. Je veux dire, ça a traversé de Hippo. Qu'est-ce que je raconte? De Ashita no Joe, de Ashita no Joe, écrit dans les années 60. On s'entend que c'est le manga de sport qui a influencé tous les mangakas d'aujourd'hui. Alors là, vous avez Moto Radio, une autre auteure des années 70, elle, qui a révolutionné le monde du manga à l'époque. Elle faisait partie du groupe d'auteurs qu'on appelait le groupe de l'an 24, qui était un groupe d'auteurs femmes qui ont complètement révolutionné l'industrie. Ici, vous avez Inoue, évidemment, avec Slam Dunk, encore un manga qui a traversé les époques. Et puis des choses plus récentes comme Blue Giant, le manga sur le jazz. Bref, il y a plein de choses. En fait, il y avait plein de planches originales et il y a un historique du manga, bien évidemment. Puis surtout, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est les interviews des auteurs. Je les trouve vraiment, vraiment pertinentes. Tiens, une petite vue du Comiket. Ça nous manque ça, hein, les conventions, mon Dieu. Le Comiket, c'est genre comme le Takuton, mais à Tokyo. Vous imaginez, c'est comme le paradis, genre. Fait que voilà, ça c'est le premier livre que j'ai reçu en cadeau et je m'éclate. Alors n'hésitez pas, hein, pour ceux qui auraient manqué le début, aujourd'hui c'est vous que je veux entendre. Je meuble en attendant, je vous parle de mes coups de cœur et de mes cadeaux manga, mais moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce que vous avez reçu en cadeau à Noël comme manga, quelles ont été vos lectures pendant la relâche de Noël, du temps des fêtes, puis surtout quel est votre coup de cœur ultime de la sortie 2020. Et by the way, à ce propos,
propos, j'interdis dans les coups de cœur, dans le palmarès des coups de cœur, j'interdis les rééditions des vieux classiques parce que évidemment, c'est sûr que le jour où Old Boy sort, ben c'est tellement classique puis tellement excellent qu'il n'y a rien d'autre qui peut lutter contre. Mais c'est interdit, je vous préviens. Alors Lauriane, tu me demandes, est-ce qu'on fait les paiements PayPal jusqu'au 8 février on fait plutôt les virements Interac que PayPal. Je pense que PayPal peut fonctionner aussi, mais le mieux c'est que tu appelles le lounge pour vérifier. Sinon c'est boutique en ligne, mais là c'est carte de crédit uniquement. Ah, Sean, premier commentaire. Tu as reçu les 4 tomes de Eden Zero. Oh, très très cool. Et tu as hâte de l'adaptation à la télé. Alors Eden Zero, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Mais j'ai pas le tome 1 là, mais j'ai le 2. C'est la nouvelle série de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Puis, c'est très cool Eden Zero. Alors il y a eu beaucoup de critiques pour dire bah là ça ressemble trop à Fairy Tail, tous les personnages sont les mêmes. Oui, on retrouve le même type de personnages, mais Hiro Mashima reste vraiment dans ce qu'il sait faire le mieux. Il reste dans un type de personnage qu'il maîtrise totalement. Ça c'est clair qu'il n'y a pas de prise de risque à ce niveau-là. Mais en même temps ça marche, ces personnages sont complètement pertinent, fait que c'est cool. Alors Happy, moi j'aime beaucoup le Happy de Eden Zero. C'est pas Happy, c'est un autre chat qui s'appelle aussi Happy, mais qui est un robot, qui est pas un chat. Bref. C'est pas le même personnage, mais il est toujours aussi attachant. Alors, malgré les nombreuses critiques qui ont dit ça ressemble trop à Fairy Tail, moi, honnêtement, je me suis quand même vraiment éclatée à la lecture du début de Eden Zero. C'est pas une série que j'ai eu le temps de poursuivre, parce que malheureusement, je peux pas suivre toutes les séries. Mais c'est vraiment du space opéra. Ça se passe dans l'espace. Puis moi, j'étais vraiment satisfaite de la manière dont ça a été fait, même si je sais que tout le monde n'était pas d'accord. Alors, n'hésitez pas pour les autres à intervenir, à me dire ce que vous avez reçu en cadeau. Je veux vous entendre aujourd'hui. Ça m'a manqué de vous parler, alors je veux pas juste parler à mon écran en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre en cadeau? J'ai reçu la série complète des Bestiarius. 7 volumes. C'est une série que je suis depuis le tout début. J'adore l'auteur, je lis absolument tout ce qu'il fait. L'auteur s'appelle Kakizaki et habituellement il fait du seinen. Puis Bestiarius c'est son seul shonen à vie. Donc c'est pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un shonen qui est quand même assez hardcore. Là, c'est pas tout public. On est dans le medieval fantasy. Et puis vous allez voir que le dessin est complètement hallucinant, puis c'est ça qui est cool dans les auteurs de seinen, c'est qu'ils ont moins l'habitude de travailler dans le monde du shonen où il faut produire un chapitre à tous les semaines, mettons. En seinen, souvent, ils ont plus le temps de travailler. Donc là, même s'il nous produit quelque chose qui est plus shonen, il reste quand même dans ses méthodes de travail seinen où il prend plus le temps de soigner ses planches. Fait que ça donne ce genre de dessin absolument malade mental. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Fait qu'on est dans l'Empire romain, mais dans un empire romain fictif où en fait les humains et les créatures légendaires vivent en harmonie. Alors ça peut être n'importe quelle créature, des dragons, des hydres, des minotaures, ça peut être comme n'importe quoi. Et l'Empire romain en fait a réduit tous les autres peuples en esclavage. Et donc, on va suivre en fait une gang de jeunes qui vont se rebeller contre l'Empire romain. Et cette gang de jeunes, elle est composée à la fois d'humains, mais aussi de créatures. Ce qui se passe, c'est que le premier volume va être vraiment une mise en place de l'univers, où on va pas forcément suivre nos personnages principaux, on va les découvrir à la fin du premier volume, ce que je trouve très intéressant comme manière de procéder. Fait que on va plus présenter notre univers, présenter la mise en esclavage, présenter les différents types de personnages qu'on va pouvoir retrouver. Et à la fin du premier volume, on découvre nos personnages principaux et la vraie quête commence. C'est juste complètement fou comme série de medieval fantasy. C'est terminé en 7 volumes. Fait que merci beaucoup à la personne qui me l'a offert parce que c'est une série que j'attendais qu'elle se finisse avec impatience. Ça a quand même pris longtemps à sortir et depuis que les 7 volumes étaient sortis, que la série était finie, j'étais comme je veux absolument cette série-là. Fait que Bestiarius, vraiment qui va venir compléter ma bibliothèque avec passion. Alors, je reprends vos commentaires. Agnès, tu me dis, j'ai gagné le titre de meilleure mère de l'année.
Waouh, ça c'est quand même cool comme titre. Tu as fait un calendrier de l'avant manga. Oh mais c'est génial. Attends, mais il faut que tu m'envoies une photo de ça. Je veux le voir ton calendrier. C'est tellement cool. Je pense pas que tous les enfants aient eu un calendrier de l'avant manga. Alors t'avais mis Eijin, Judge, Dead Company et t'as eu Hubelblatt pour Noël. Très cool, Hubelblatt. Pour ceux qui aiment, encore une fois, on reste dans le medieval fantasy. Alors là, beaucoup plus seinen que Bestiarius. Hein. Souvent, c'est la série que je conseille à tous ceux qui sont en manque de Berserk, et puis qui sont comme, quand est-ce que ça sort? Je veux du medieval fantasy, je veux du medieval fantasy, je veux du medieval fantasy. Puis là, t'es comme, ben, tu sais, lis Hubelblatt. Là, c'est peut-être pas aussi extraordinaire que Berserk, mais il n'empêche c'est une bonne série médiévale fantasy, puis ça va contenter ton besoin de sang, de gore et de créatures. Fait que Hubelblatt, bonne recommandation. Ah oui, ça c'était pas pour toi. Pour toi Agnès, c'était Erased et le pavillon des hommes que je t'avais conseillé. Ah, ça fait plaisir. J'espère que t'as aimé ça. Dis-moi si tu as aimé. Donc Erased, la plupart d'entre vous connaissent aussi, série un petit peu thriller ou avec un retour dans le temps, donc fantastique, où le héros va faire un immense bond en arrière pour essayer de régler un problème d'agression sur des enfants qu'il avait eu quand il était enfant. Et puis Le Pavillon des Hommes, c'est une série que j'adore, c'est une série historique, je vous en ai probablement parlé souvent pour ceux qui suivent mes lives régulièrement. C'est vraiment une série où on est dans le Japon médiéval, qui est complètement réaliste à l'exception d'une chose, il y a une maladie qui est apparue et qui touche uniquement les hommes. Tous les hommes meurent et donc ça fait que l'homme est devenu la denrée la plus rare du Japon. Et tout le monde se bat pour avoir des hommes, pour la reproduction de l'espèce humaine évidemment. Et ce que le peuple ne sait pas, c'est que le shogun également, donc le chef d'État, est décédé et que c'est sa fille qui a pris sa place depuis plusieurs générations quand on commence le manga. Et on va en fait découvrir un peu la vie dans ce shogunat féminin. On va retourner en arrière pour savoir comment ça s'est créé, puis ça va être vu à travers les yeux d'un homme qui va se faire engager dans le harem d'hommes, parce qu'à la base le shogun avait un harem de femmes autour de lui, et quand le shogun est devenu une femme, on a refait un harem mais d'hommes, et notre héros est en fait ce personnage qui va se faire embaucher dans le harem d'hommes et avoir une relation privilégiée avec la shogun. C'est vraiment très cool, il y a autant de l'intrigue que de la romance, que de la fantasy, que de l'histoire. C'est vraiment super complet comme série et c'est très peu connu. Ça gagnerait à être plus connu. Alors merci Agnès pour la recommandation. Alors Steve, tu dis je suis un nouveau adepte et j'ai reçu 3 tomes de différentes aventures. Ça c'est cool, j'aime bien le fait de faire découvrir des nouvelles choses. C'est ça qui est cool à Noël, on essaye de, quand vos proches viennent et disent bah là je veux faire un cadeau à mon chum, ma blonde, ma fille, mon cousin mon collègue de travail, mais je sais pas ce qu'il aime et je sais pas ce qu'il a déjà lu, et on essaye, en fait on prend vraiment le temps de parler avec la personne pour essayer de découvrir qu'est-ce qui ferait le plus plaisir comme cadeau, et souvent ça marche super bien en fait. Alors Steve, toi tu as reçu Promise Neverland, Attaque des Titans et Assassination Classroom. C'est cool parce que c'est 3 grands classiques ou classiques en devenir. Dont Assassination Classroom, c'est une série qui est terminée en 21 volumes, série humoristique shonen qui est juste complètement malade. Tu fais autant rire que pleurer, que c'est juste complètement fou. Puis Attaque des Titans, c'est une des séries que je suis avec avidité à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Ça c'est clair. Puis Promise Neverland, beaucoup plus sombre, très inattendu. Hein. Quand c'est arrivé Promise Neverland, on se demandait un peu où ça allait s'en aller. Ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe dans la scène shonen. Ça avait rien à voir avec les autres shonen qui sortaient. Et puis c'est juste tellement bien fait que c'est devenu un classique. Alors, bienvenue dans la communauté otaku, Steve. J'espère que tu vas aimer ces 3 grands classiques et que ça va te donner envie de continuer. Lauriane, ton coup de cœur 2020, c'est moi qui te l'ai suggéré. Ah, c'est super gentil, ça me fait vraiment plaisir quand je lis ça. Alors, c'est le Livre des démons. Oui, très cool. Alors, le Livre des démons, c'est un manga gothique. Où on suit un personnage très mystérieux qui est à la recherche du fameux livre des démons, qui est un livre qui est censé ne jamais être en la possession des humains, parce que si c'est le cas,
ça révélerait en fait le pire côté de l'espèce humaine et ça ferait en sorte que cet humain pourrait se transformer en démon. Fait que lui, il cherche ce livre afin de le soustraire aux mains des hommes qui en font strictement n'importe quoi. Ce qui est cool dans le livre des démons, c'est vraiment tout l'univers qui est créé. C'est très très beau, très bien dessiné. Puis on a un univers qui est très très cohérent avec lui-même et qui va avec deux personnages qui sont presque des anti-héros dans la manière dont ils sont faits. Et ouais, c'est très très cool, j'avais beaucoup aimé cette série-là. Donc merci Lauriane de nous avoir partagé ton coup de cœur. Salut Dominique, partage-nous aussi tes coups de cœur s'il te plaît, ça va nous faire plaisir. Alors Romy, tu nous dis, tu n'as pas reçu de manga pour Noël. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces proches? Tu as reçu des cartes cadeaux, ok, bon c'est cool, c'est cool. Ils sont pardonnés, ça va. Et tu t'es mise à lire So I'm a Spider, So What? Que j'ai découvert récemment aussi. La version anglophone était sortie il y a longtemps. J'avais jamais pris le temps de le lire. Je l'ai lu quand la version francophone est sortie. Puis j'ai trouvé que c'était très cool parce que c'est un isekai qui est complètement différent de ce qu'on trouve habituellement. Ça change vraiment. Alors ça ressemble un petit peu à moi quand je me réincarne en slime par exemple. Donc c'est plus le isekai version humoristique que version romance ou action. Et donc pour ceux qui connaîtraient pas la série, c'est une ado de notre monde qui se réincarne, parce qu'on est en isekai, donc elle se réincarne dans un autre monde, c'est ce que veut dire le mot isekai. Euh, Elle se réincarne dans un autre monde, un monde de fantasy, mais le truc c'est qu'elle se réincarne dans le corps d'une araignée. Alors, c'est juste complètement fou. Elle se réveille, puis là, elle est entourée d'autres bébés araignées qui font juste s'entre-dévorer parce que les araignées se nourrissent de leurs congénères. Ils sont comme, comment on dit, ils mangent leur espèce, cannibale, merci. Enfin, je dis merci, mais je me suis retrouvée tout seul, mais bref. Donc, elle est comme effrayée, puis là, elle va quand même elle-même se forcer à faire du cannibalisme et elle va se rendre compte que, du point de vue d'une araignée, c'est pas si pire. Puis c'est une araignée un peu spécifique, puisque comme dans un jeu vidéo RPG, elle pourrait gagner en expérience et en points de vie, en points de santé, etc., en points de magie. Donc elle va essayer de franchir les niveaux pour devenir la plus forte possible, puis essayer un jour de rentrer chez elle. C'est une série qui est complètement décalée, en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et puis tu as eu Monster. Alors oui, effectivement, comme tu le dis, c'est deux séries très très différentes. Monster fait partie de mes séries préférées à vie, de Naoki Urasawa, qui est un de mes auteurs préférés aussi. Donc un thriller policier dont je vous parle assez régulièrement. Je vais peut-être pas vous redire l'histoire parce que je vous en parle comme à peu près une fois sur deux lives. Mais c'est un des thrillers policiers les mieux montés de toute l'histoire du manga. Et ton coup de cœur 2020, c'est Spy X Family. Oh, ça fait partie aussi de mes coups de cœur. Alors, beau dessin, un bon humour et une belle fraîcheur. Tu dis, oui, Spy X Family, donnez-moi votre avis tous, mais pour moi, c'est une des meilleures séries sorties en 2020, clairement. C'est une série humoristique. Justement, on a parlé de Assassination Classroom. Pour moi, c'est vraiment une série qui me fait penser à Assassination Classroom dans le type d'humour. Et alors, pour ceux qui n'auraient pas encore découvert Spy X Family, vraiment, si vous aimez les séries humoristiques, allez-y. C'est complètement nouveau, puis c'est juste complètement malade. Alors, c'est l'histoire d'un... C'est toujours compliqué à expliquer, en fait, mais quand on le lit, c'est beaucoup plus fluide que quand on l'explique. C'est l'histoire d'un espion. Ça se passe en Angleterre. Et cet espion, on lui confie la mission d'aller infiltrer une école privée très très haut de gamme pour la haute société afin de démanteler un réseau qui passe par le directeur de cette école. Puis lui, il se dit, réfléchit, puis il se dit comment je vais faire pour infiltrer cette école, je suis un adulte, ça marche pas. Il me faudrait un enfant, puis grâce à cet enfant, je pourrais nouer des liens. Mais il n'y a pas d'enfant. Fait qu'il va aller dans un centre, dans un orphelinat pour adopter une petite fille. Ce qu'il va faire, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que cette petite fille, elle est télépathe. Alors, elle est capable de lire dans les pensées des gens et donc elle le perce à jour tout de suite. Lui, il est comme très mielleux. Oh, ma petite fille, tu vas voir, je vais être ton papa, ça va être génial, on va s'éclater. Mais c'est complètement faux. Lui, tout ce qui l'intéresse, il est hyper égoïste. Là, tout ce qui l'intéresse, c'est sa mission. Et la petite, comme elle est télépathe, elle lit dans ses pensées, puis elle est vraiment pas dupe. Là. Elle sait très bien ce qui se passe, mais elle est tellement curieuse, ça l'intéresse tellement qu'elle est comme, ok, allons-y. Puis là, il va chercher une femme, parce que dans la haute société, un homme qui a un enfant sans femme, ça se fait pas. Alors,
bah, il cherche une femme. Encore une fois, c'est complètement fake. Et puis, il va trouver la première femme qui va convenir et qui va prendre. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle, c'est une assassin en mission également. Alors, on a cette espèce de famille composée qui est complètement déjantée, où personne ne sait quel rôle jouent les autres, à l'exception de la petite fille qui sait absolument tout ce qui se passe et qui observe ça de très loin. C'est complètement hilarant et si vous connaissez pas la série, franchement, jetez-vous dessus, c'est malade. Merci beaucoup Romy de nous avoir partagé ton coup de cœur 2020. Merci Agnès de ton retour sur le pavillon des hommes. Ça me fait bien plaisir. Anne, tu dis on attend le tome 17. Oui, il s'en vient dans pas long, je vous rassure, il arrive lol. Allô Marie-Hélène. Allô Geneviève, tu as reçu une carte cadeau qui a déjà été utilisée. Bon. Et ton coup de cœur 2020, c'est le Sablier. Ah, très cool. Alors c'est une série que tu as découvert en 2020, mais c'est une plus vieille série. Et alors pour le coup, moi j'ai jamais eu le tome 1 dans les mains, fait que j'ai jamais lu le Sablier. Et je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, Geneviève, tu me l'avais recommandé. Mais moi c'est pas une série dont je pourrais vous parler aujourd'hui. Fait que si tu veux te lancer dans une explication à l'écrit, Geneviève, vas-y, je te laisse carte blanche. Marie-Hélène, ton coup de cœur 2020, c'est Jujutsu Kaisen. Ah, voilà, il fallait. Jujutsu Kaisen quand même. On est bien d'accord, une des meilleures séries, une des séries les plus vendues aussi. Si vous aimez My Hero Academia, probablement que vous allez aimer Jujutsu Kaisen. Je suppose la plupart d'entre vous connaissent déjà la série. Pour ceux qui la connaîtraient pas, c'est une série qui parle d'exorcisme. Et puis ça commence avec un héros qui est dans un club d'exorcisme mais sans trop y croire, jusqu'au jour où il y a plein de démons qui arrivent en fait et qui se mettent à les hanter et ils se rendent compte que c'est parce qu'ils ont découvert une relique qui est un doigt momifié d'un démon ultra puissant qui a des millénaires et des millénaires d'années d'existence. Et puis notre héros en fait tout ce qu'il va trouver comme truc pour se débarrasser de la relique c'est de l'avaler. Fait que c'est comme le truc le plus débile qui soit, puis t'es comme, comment est-ce que, alors qu'il est attaqué par un démon, la première chose qu'il peut penser, c'est à manger la relique. Ça fait aucun sens, mais c'est ça qui donne de la personnalité à l'histoire. Et donc, le fait d'avoir avalé cette relique, il va absorber une partie des pouvoirs du démon, et il va aller dans une école d'exorcisme afin d'être capable de maîtriser ses pouvoirs, et de peut-être représenter le dernier espoir de l'humanité qui pourrait éradiquer définitivement ce démon. Alors c'est vraiment une série qui est très très axée sur les super pouvoirs avec toute une pléthore de personnages super intéressants avec tous des pouvoirs différents. C'est en ça que ça ressemble vraiment à My Hero Academia. Ça pourrait ressembler un peu à Blue Exorcist du fait que ça parle d'exorcisme aussi. Mais c'est une série qui est extrêmement bien réalisée avec des personnages tous plus attachants les uns que les autres. J'adore Jujutsu Kaisen. Alors, Julien, tu n'as pas eu de cadeau manga pour Noël. Bah, tu diras à tes proches que je suis pas contente. Voilà. Et puis, par contre, tu t'es acheté les High Score Girls pour te consoler. Très bonne initiative. High Score Girls, c'est cool. C'est vraiment du jeu vidéo rétro. Ceux qui aiment le rétro gaming, le gaming vintage, c'est vraiment cool. Ça rappelle plein de souvenirs, en fait. C'est très nostalgique comme série. Lauriane, tu as eu un autre coup de cœur, c'est les Mémoires de Vanitas. Oui, on reste encore sur du gothique. Alors, c'est une série un peu plus ancienne, on n'est plus sur 2020. C'est la série en cours de l'auteur de Pandora Hearts. Et c'est une série avec dans un univers vraiment Angleterre victorienne, avec un vampire qui va rechercher un ancien grimoire qui appartenait à sa famille. Nicolas, allô Nicolas. Alors toi, tu as eu pour Noël le troisième et dernier tome d'Alchimia. Magnifique petite série que tu as beaucoup aimé. Oui, Alchimia, c'est cool. Alors c'est pas du tout connu. Effectivement, c'est une petite série en 3 volumes et c'est du shoujo d'aventure. Puis c'est fait par une auteure française qui n'a fait que ça. J'ai rien vu d'autre de cet auteur-là, mais c'est vraiment super bien réalisé. Moi, j'avais adoré ça. Je suis généralement pas trop une fan du manga français, mais là, Alchimia, c'est une série sur laquelle j'avais vraiment tripé, effectivement. Tu as aussi aimé le dernier tome de Yona et des Enfants de la Baleine. Ah, tu t'es acheté Midnight Train, un yaoi que je t'avais conseillé, que j'avais beaucoup aimé aussi, qui était vraiment original. Puis tu as lu Black Lagoon. Bon, grand classique Black Lagoon, grand classique de seinen action. Si vous aimez les trucs qui bougent un peu thriller, mais plus sur le côté action que enquête du thriller, vous allez aimer Black Lagoon, c'est sûr. Puis c'est vraiment un classique. Euh,
Tu dis c'est génial de retrouver des personnages déjantés, charismatiques et bien construits de Black Lagoon. Effectivement, et c'est entre autres pour ça que c'est devenu un classique. Alors, oh Geneviève, t'avais acheté le tome 1 du Sablier il y a 10 ans. Ouais, mais c'est pour ça, c'est introuvable aujourd'hui, les questions. C'est comme ça. Marilyn, tu nous dis l'anime de Jujutsu Kaisen est sur le point de gagner les Anime Awards. Ah, mais c'est cool, je savais pas, tu vois. C'est chouette. Bah, super belle récompense, honnêtement. Alors, tu as lu le manga Nanbaka. Il va falloir que tu m'en parles parce que je le connais pas. C'est pas sorti cette année et c'est pas connu. Bah, tu vois, je le connais pas non plus. Fait que raconte-moi un petit peu de quoi ça parle. Anne, toi, ton cadeau, c'était Blue Flag et à mettre à côté de Orange. Oui, j'adore Blue Flag. C'est vraiment une super bonne série qui est sur le point de se terminer également. Série de shonen très axée sur la romance, l'amitié, les relations sociales. Mais vraiment fait version plus shonen, hein, pas shoujo. Euh, franchement, Blue Flag est une des séries que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est 2019 par exemple la sortie. Mais je me rappelle que quand on avait fait nos coups de cœur 2019 l'année dernière, on avait comme toute l'équipe avait mis Blue Flag dans ses coups de cœur parce que c'est une excellente série, vraiment plus voilà, sentiments, relations sociales. Marie-Pierre, allô. Ah, Anne, j'avais pas vu ton autre commentaire. Tu dis Marie, je t'aime, ou Juliette, je t'aime plutôt, et Maison Ikoku. Oh, ouais, j'ai redécouvert Maison Ikoku, moi, cette année, avec la réédition Perfect Edition. Donc, Maison Ikoku, c'est une série de Rumiko Takahashi, qui est l'auteur notamment de Ranma 1/2 ou de Inuyasha. Et donc, il y a eu la réédition Perfect Edition de Maison Ikoku qui est sortie cette année. Donc, vous connaissez probablement aussi sous le nom de Juliette, je t'aime, l'animé. Et j'ai redécouvert ça, c'est juste complètement grandiose. C'est une des séries les plus adultes de Rumiko Takahashi où on suit en fait, bah, c'est une grande maison où il y a plein de colocataires qui ont chacun une personnalité un petit peu hors du commun pour des Japonais. Et notre héroïne, c'est la concierge, la nouvelle concierge de la maison. Alors, c'est elle qui s'occupe de tous les pensionnaires, de tenir la maison propre, de l'administration, etc. Elle remplace un vieux monsieur. Et ben, cette jeune femme est extrêmement belle et va tout de suite taper dans l'œil de notre héros. Qui lui ne doit faire qu'une chose, c'est se concentrer pour ses examens. Mais alors il n'y arrive pas du tout. Et alors chaque personne qui doit faire quelque chose dans ce manga n'arrive jamais à faire ce qu'elle doit faire. Donc c'est un manga humoristique et en même temps on apprend plein de choses sur les relations sociales au Japon. C'est très 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 culturel en fait. Et j'ai vraiment redécouvert ça avec plaisir. Ça a rejoint ma bibliothèque personnelle d'ailleurs. Marie-Pierre, allô et bonne année. Tu dis on t'a offert une carte cadeau de la boutique et tu as commencé Shadow House. T'espères que le manga va arriver bientôt. Ah, ok, tu l'as commandé puis il n'est pas encore arrivé. Il devrait pas tarder, je pense. Je pense même que c'est moi qui ai préparé ta commande. Shadow House, super série gothique qui est sortie cette année aussi. Ce qui est cool avec Shadow House, c'est que c'est vraiment très original dans le style gothique. On voit on a vu peu de mangas qui ressemblent à ça. On est dans un univers gothique avec toute la profusion de dessins hyper détaillés. Puis c'est ça que j'aime dans le style gothique. Souvent, c'est le style de dessin et tous ces détails victoriens, etc. C'est des très beaux univers. Mais on n'est pas du tout dans un style d'histoire comme ce qu'on retrouve habituellement. Dans Shadow House, en fait, on suit les personnages d'une famille qui s'appelle la famille Shadow, qui sont tous issus de la bourgeoisie et qui ont une particularité, c'est de ne pas avoir de visage. Ils sont entièrement noirs, en fait. Mais pas noirs de peau, là, mais c'est comme s'ils étaient juste une ombre, si vous voulez. Et donc, on ne voit pas leurs émotions quand ils parlent. Et donc, ils ont créé des sortes de poupées humaines qui sont animées comme par magie. Qui sont là pour refléter leur caractère et pour leur donner un visage. Et donc, ces poupées sont censées imiter leurs expressions faciales quand ils parlent afin qu'on puisse comprendre ce qu'ils sont en train de ressentir. Et notre héroïne, c'est une de ces poupées, elle s'appelle Emilico, mais elle est un petit peu loupée.
C'est une poupée manquée, alors elle est un peu maganée, là, comme elle arrive pas du tout à remplir sa job, elle ne reflète pas du tout les émotions de sa maîtresse qui est Kate, je crois. Et elle parle complètement en fou et elle fait juste n'importe quoi, puis en plus elle est extrêmement maladroite. Alors elle va essayer d'apprendre à se canaliser, puis elle va en fait apprendre au contact des autres poupées qui elles font bien leur job. Donc elle est super attachante parce qu'elle est beaucoup trop maladroite et beaucoup trop mignonne. Très très belle série Shadow House. Ah, merci Marie-Hélène pour l'histoire de Nanbaka. Alors tu dis c'est l'histoire de quatre jeunes qui ont été envoyés dans la prison la plus sécurisée du Japon pour des raisons stupides. Et ils, sont, ils se sont évadés et avec des personnages un petit peu stupides. Ok. Et par contre un arc plus dark. Ok, fait que c'est plus une comédie mais avec un arc un peu plus dark et un personnage otaku. Ok, ça a l'air assez original comme manga. Allô Michel, bonne année. Tu n'as pas reçu de manga pour Noël, mais ta découverte de l'année a été Noin. Ah oui, là, merci Michel d'avoir parlé de Noin. Effectivement, un de mes coups de cœur aussi de l'année. Je suis plus sûre que ce soit sorti en 2020, par contre, je pense que c'est sorti en 2019. Mais bref, alors Noin, c'est par Takahashi, qui est un auteur Tsutomu Takahashi, un auteur que j'adore. En fait, j'ai toutes ses œuvres à la maison. Ça se passe en fait en Allemagne, c'est une dystopie. Donc ça se passe en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la montée d'Hitler au pouvoir. En fait, ça part d'un postulat complètement fantaisiste qui fait que Hitler aurait eu 9 enfants cachés, 9 bâtards, avec 9 femmes différentes pour pouvoir se fier à eux comme ses successeurs, au cas où il y aurait un problème avec ses enfants légitimes. Et au tout début du manga, ces 9 enfants sont nés, ils ont chacun un numéro, et au tout début du manga, Hitler va décider que finalement on met fin à l'opération et que ces 9 enfants doivent être exécutés. Donc la Gestapo va les rechercher pour les tuer. Et notre héros, c'est le numéro 9, d'où le titre qui est Neun, qui veut dire 9 en allemand. Alors j'ai appris ça. Alors je vais vous raconter une anecdote très drôle, c'est que quand le manga devait sortir, j'ai vu ce manga, puis moi j'ai vu Neun et j'ai prononcé ça à la japonaise, donc Neun. Puis je parle absolument pas allemand, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et puis finalement, un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé le manga Neun que je connaissais, je comprenais pas ce que c'était ce manga-là. Et finalement, on a fini par se comprendre. Et là, il s'est vraiment, vraiment foutu de moi. Il m'a dit, mais non, mais ça veut dire 9 en allemand, c'est pas du japonais, ça se prononce pas du tout Neun. Et que voilà, mon histoire avec la langue allemande s'est arrêtée là. Allô David, alors tu dis qu'il y a eu beaucoup de rééditions de l'auteur prévu cette année dans Sido. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de rééditions qui sont prévues pour 2021, des belles rééditions en perspective. Alors, continuez à me donner vos petits coups de cœur de l'année. Moi, je vais continuer avec mes cadeaux de Noël. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu Dahlia, artisane magicienne. Alors je m'attendais pas du tout à ça. C'est une série que j'avais beaucoup aimée quand j'ai lu le premier volume, mais je pense que c'est quelqu'un qui a retrouvé mon côté entrepreneur là-dedans. Alors Dahlia, en fait, c'est un isekai un peu particulier. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est vendeuse d'électro et elle fait ça un peu par défaut. Il y a rien qui la passionne. La vie n'a été qu'une succession de malentendus, puis d'ennuis, elle est très timide, elle n'arrive pas à s'imposer. Bref, elle n'a pas eu une vie très formidable. Et en fait, elle meurt. Elle meurt et elle meurt sans avoir rien fait qui la passionne. Et donc, au moment où elle meurt, elle fait le vœu de se réincarner et ça va arriver. Elle se réincarne dans un monde médiéval, donc jusque-là, isekai très très classique. Et ce qui va se passer, c'est que elle se réincarne comme la fille d'un artisan magicien. Donc lui, il récupère des matériaux magiques afin de fabriquer des objets magiques avec. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle, elle a tous les souvenirs de son ancienne vie où elle était vendeuse d'électro. Je vous montre un peu les dessins en même temps.
Et dans ce monde médiéval, il n'y a pas d'électro, évidemment. Fait qu'elle, ce qu'elle veut faire, c'est améliorer la vie des gens. Et donc, elle va commencer, même dès toute petite, à manipuler la magie alors que ça lui est interdit, pour essayer de créer des objets, mais qui n'existent pas. Alors, par exemple, elle va créer un sèche-cheveux avec des pierres magiques qui, quand tu réunis deux pierres, ils finissent par faire de la chaleur. Fait que ça fait un sèche-cheveux, alors ça donne ça. Après ça, elle va comme récupérer des slimes et les faire sécher pour en faire un tissu, pour faire un manteau imperméable, parce que personne n'a jamais porté d'imperméable ici. Voilà, ça c'est l'épisode des slimes séchés, j'ai adoré cet épisode-là. Bref, c'est comme hyper smart comme petit truc, c'est vraiment cool. Et tout va bien dans sa vie jusqu'au jour où son père prend un nouvel apprenti qui va se révéler être un garçon bien gentil et donc de qui elle va tomber amoureuse et avec qui elle va se marier étant plus âgée. Et le jour où son père va décéder, où elle va récupérer l'entreprise, son mari va révéler en fait son véritable visage et sa vie va changer du tout au tout. Alors, on a une héroïne qui est vraiment très forte, très entreprenante, et elle est vraiment passionnante. Et puis, j'adore tous les petits trucs qu'elle invente. Je trouve ça vraiment très très cool. Alors, j'ai adoré ce manga et je remercie beaucoup la personne qui me l'a offert. C'était bien bien sympathique d'avoir pensé à ça. Donc ça, c'est Dahlia, artisane magicienne. Marie-Pierre, tu dis ça me fait penser à la petite faiseuse de livres. Oui, tout à fait. C'est complètement dans le même dans le même type d'univers. C'est vraiment des univers que j'aime beaucoup. Ou même Magus of the Library ou même Libraire jusqu'à l'os, ce genre de manga. C'est quoi le nom du manga? Oui, je vais te l'écrire, Lauriane. Parce qu'en plus il est compliqué. À chaque fois, j'écorche son nom. C'est Dahlia. Dahlia, artisane magicienne. Voilà. Alors, il est de notoriété incontestée que j'adore la bouffe japonaise. Donc, j'ai reçu 2 livres en rapport avec la bouffe. Ben, un plus précisément. Alors, celui-ci, c'est un sandwich à Ginza. C'est pas vraiment un manga, c'est un roman qui a été illustré par Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi, qui est un auteur de seinen très tranche de vie, c'est lui qui a fait Le Gourmet Solitaire, qui est un manga qui est juste une ode à la bouffe japonaise. Et donc là, il illustre en fait ce roman. Alors, j'ai pas commencé à le lire, mais j'ai l'impression que ça va être juste complètement fou, puis que ça va juste donner envie de bouffer absolument tout ce qui passe, de visiter tous les restaurants de ramen. Alors là, t'as des gyoza, de la bière. Puis là, ils font des parallèles entre la provenance des différents aliments, puis les endroits où on les sert, les meilleures adresses. Fait que c'est un roman avec des illustrations manga, puis avec des bonnes adresses, genre. Fait que c'est vraiment pour moi. Ça s'appelle un sandwich à Ginza. Puis j'ai eu aussi Touiller le miso, qui est un manga que je vous avais présenté il y a peu de temps. C'est par Florent Chavoué. J'avais déjà tous ses livres à la maison, Tokyo Sempo, Mashima N. C'est un illustrateur français. J'aime vraiment ce qu'il fait. En fait, pour Touiller le miso, ce qui se passe, c'est que c'est des illustrations de la vie courante au Japon qui sont racontées. Et en fait, c'est raconté uniquement en haïku. Alors, il explique que il va très souvent au Japon, Florent Chavoué, puis il explique que un de ses amis japonais un jour l'a appelé pour lui dire: Hey, ça te tenterait-tu de venir au Japon juste pour boire du saké puis découvrir le monde du saké? Puis Florent est comme: Carrément, ça me tente. Mais je veux aussi écrire des haïkus. Bon, fait que là, il décide d'aller au Japon et de découvrir absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le saké. C'est qui raconte les processus de fabrication, la manière que les Japonais ont de boire le saké, les différentes sortes de saké, avec qu'est-ce qu'ils mangent pour accompagner leur saké. Et tout ça, c'est fait en haïku parce qu'il s'est dit, ben, je vais juste me faire un délire d'écrire un haïku. Puis il prévient, et alors il se prend pas trop au sérieux, hein, Florent Chavoué, il prévient en début de livre, il dit, ben, les haïkus,
c'est très très réglementé, hein, évidemment, c'est très codifié dans l'univers japonais. Il faut qu'il y ait un certain nombre de syllabes, un certain nombre de vers, puis il faut qu'il y ait un rapport avec les saisons. Mais moi, j'ai pas trop envie de m'embêter avec cette histoire de saison, fait que il y aura les vers, mais je vais raconter ce que je veux. Et j'ai quand même trouvé ça très cool, il se prend pas du tout au sérieux, et il y a beaucoup d'humour. Donc c'est Touye le Mizo, et ça raconte pas d'histoire, mais ça raconte plein d'histoires finalement. On a plein de commentaires. Rocky, allô, tu nous dis, tu as eu les 6 premiers tomes de Berserk offerts par ta chérie et son père. C'est très sympa de la part de ta chérie et son père. Je sais pas si tu connaissais déjà l'histoire de Berserk, si tu avais vu les animés ou quoi. J'espère que ça va te plaire. Alors sache que il faut pas juger Berserk trop vite parce que moi je dis toujours il faut au moins lire les 3 premiers volumes de Berserk avant de se faire une idée. Parce que les 3 premiers volumes en fait on voit juste un gars super baraqué, super torturé, dont on connaît rien et qui fait que des affaires, qui fait que massacrer des monstres, puis faire des affaires qu'on comprend pas. Ça, c'est les 3 premiers volumes de Berserk. Par contre, à partir de la fin du 3e volume, on revient en arrière, à l'âge d'or, là où tout a commencé, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Fait que, pour ceux qui voudraient commencer Berserk, accrochez-vous jusqu'au tome 3, et si le 4e volume ne vous plaît pas, passez votre chemin. Mais probablement que ça va vous plaire. Là. Fait que Rocky, j'espère que tu vas aimer ça. Maud, tu as eu le livre des recettes de Sanji par ton copain Jean-Maxime, que je connais bien. Alors, le livre des recettes de Sanji est quand même très cool. Vous savez que Sanji est un cuisinier hors pair, alors il y a un livre qui est sorti avec toutes ses recettes à refaire à la maison. Michel, tu me demandes est-ce que j'ai le manga Food Wars? Pas dans ma bibliothèque personnelle parce que j'ai pas assez de place pour des si grandes séries. C'est bête, hein, mais des fois c'est juste des considérations d'espace. Mais évidemment que tu lis Food Wars, puis t'es comme j'ai faim, j'ai faim, j'ai très très faim. euh, Noin, c'est en combien de tomes? Ah bah Romy, tu as répondu. Mon assistante Romy fait les réponses. Merci Romy encore une fois. Et merci à tout le monde de commenter. C'est effectivement une série à découvrir. Alors j'ai ensuite reçu Bright Stories. Alors c'est pas celui-là que j'ai reçu, mais je l'avais plus sous la main là. J'ai reçu Bright Stories, le grand format, le volume 12. Bright Stories est une série que je suis avidement et je l'achète en grand format. Même si, alors dans ma bibliothèque, idéalement j'ai que des petits formats parce que c'est ce que je préfère. Mais pour Bright Stories, j'ai fait une exception parce que ceux qui ne connaîtraient pas encore Bright Stories, regardez à quoi ressemblent les dessins. C'est juste complètement fou le niveau de détail qu'il y a là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce format correspond à peu près, grosso modo, au format initial avec lequel les mangaka dessinent. Traditionnellement, ils ont des très grandes feuilles, pour ceux qui dessinent encore en traditionnel. Je ne parle pas de ceux qui dessinent aujourd'hui en format numérique, mais ils dessinent à peu près dans ce format-là. Puis ensuite, les dessins sont réduits afin de donner le format manga classique comme ceci. Et ça leur permet en fait de dessiner plus grand, donc de pouvoir prendre plus de détails. Alors ce format est très, très fidèle à l'original. Et regardez Bright Stories comme c'est complètement fou. Ça se passe en Perse ancienne, pas du tout au Japon. On suit une jeune fille qui va être mariée par mariage arrangé à un jeune garçon qui est beaucoup plus jeune qu'elle et qui va devoir aller habiter dans cette famille. Et en fait, on découvre le mode de vie des gens en Perse ancienne. C'est pas un manga d'action comme vous l'aurez compris, mais regardez ça. Alors, il y a la scène de la chasse au lapin que j'adore, puis la scène où le grand-père taille le bois, qui est extraordinaire. J'essaye de vous le trouver, là, mais je ne vous le trouve pas. Mais vraiment, il faut lire ce manga, puis si vous le lisez, lisez-le en grand format, vraiment je le conseille, et je le conseille rarement. J'arrive pas à trouver les scènes que je veux, mais vous avez l'idée. Donc Bright Stories, 12 volumes sortis à date. J'ai aussi reçu, et j'ai reçu plein de cadeaux manga. J'ai aussi reçu la Perfect Edition de 20th Century Boys. Lors d'un live précédent, je vous ai dit, je sais pas si je vais l'acheter parce que j'ai déjà comme à peu près 4 versions de 20th Century Boys dans ma bibliothèque. Puis finalement, il y a quelqu'un qui me l'a offert, alors je vais la commencer. Sachez que donc les traductions ont été refaites dans cette édition. C'est une édition un peu plus grand format, un peu comme la Deluxe, mais avec des traductions refaites. Et ce qui va être un gros apport
à cette nouvelle édition. C'est surtout le dernier chapitre qui va être une fin alternative que l'auteur nous a concoctée et qui n'existait pas dans dans les anciennes versions. Lauriane, tu nous dis en France, ils ont sorti un livre sur les recettes de Ghibli. Est-ce qu'on l'a? Il n'est pas sorti encore, mais il s'en vient dans vraiment pas long. Alors, soit à la fin du mois, soit en février. Je ne sais plus exactement quand, Lauriane, mais il s'en vient dans pas long. Il a l'air magnifique. C'est sûr qu'il va rejoindre ma bibliothèque, celui-là aussi. Et puis, j'ai reçu ça pour terminer. C'est mon dernier cadeau. J'ai reçu Master Keaton Remaster. Donc Master Keaton, c'est une série de Naoki Urasawa, encore lui. C'est une de ses premières séries qui est terminée en 12 de ses gros volumes, où on suit en fait un architecte qui va se promener partout à travers le monde. Puis en plus de ses fouilles architecturales, ça va l'amener en fait à découvrir des artefacts spécifiques qui recèlent beaucoup de mystères et puis qui vont souvent l'amener à résoudre des enquêtes parce que il peut y avoir la mafia qui veut s'en emparer ou il peut y avoir un mystère et non élucidé qui tourne autour de de cet artefact. Alors en fait c'est un espèce d'Indiana Jones du manga. J'essaie de vous le montrer, je vais arrêter de bouger, ça ira mieux. Donc c'est une série que j'avais déjà dans ma bibliothèque, mais ce qui se passe, c'est que j'ai pu la compléter grâce au remaster qui est sorti il y a quelques années déjà et qui en fait raconte l'histoire de le retour de Master Keaton 20 ans après la série originale. C'est juste un petit bonus en fait avec quelques histoires en fait, c'est très épisodique, hein, Master Keaton. C'est vraiment, il y a une histoire qui se suit, mais c'est quand même compté sous forme d'épisodes. Fait que là, c'est quelques épisodes supplémentaires finalement. Ça vient juste compléter la série. Et ça fait le tour pour moi. Alors, qu'est-ce que Michel, tu as hâte que Kana refasse la traduction de l'anneau des Nibelungen. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Je pense, j'ai un client qui tous les ans me le commande depuis 6 ans. Genre, mais ça n'arrive jamais parce que ça n'arrive jamais. Fait que j'espère qu'ils vont le refaire. Effectivement, il y a, comme le disait David tantôt, l'année 2021 va être encore riche en, euh, en réédition. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé le coup de cœur. Nicolas, tes coups de cœur 2020, tu dis c'est Beastars et les Brigades immunitaires. Et puis dans les nouveautés, Spy X Family. Vous voyez, encore un fan de Spy X Family, je vous l'avais dit. Beastars, magnifique série. Pas commencé en 2020, donc moi je ne l'ai pas inclus dans mes coups de cœur, mais sinon ça l'aurait été. Beastars, c'est hyper complet et puis ça plaît à toutes sortes de publics. Moi je le classe en seinen, il y a des gens qui le classent plus en shonen. Ça peut plaire vraiment aux deux publics. Il y a le côté très enquête, il y a le côté très sociétal et il y a ce personnage très, très attachant, ce loup qui nous attache vraiment. Honnêtement, c'est une des meilleures séries du moment, clairement. Puis les Brigades immunitaires, c'est très cool aussi. Parce que les brigades immunitaires, ceux qui ne connaîtraient pas, ça se passe dans le corps humain. Les personnages principaux, c'est les globules blancs puis globules rouges. Et puis les virus, c'est des aliens, genre. Ah, David, toi, t'as découvert ces Cigarette and Cherry. Effectivement, c'était excellent. Je l'ai juste derrière moi. Cigarette and Cherry, les 2 premiers volumes sont sortis à date. On l'a présenté dans les nouveautés très récemment. Et c'est du Josei, puis c'est l'histoire d'un gars un petit peu cave qui tombe amoureux d'une fille absolument magnifique, puis super classe. Et puis même quand elle fume, elle a la classe. Et il va essayer de la cruiser puis de faire en sorte qu'elle devienne sa blonde, mais c'est pas si facile que ça là. Et puis finalement il va quand même réussir à se rapprocher d'elle, mais sa conquête est vraiment parsemée d'embûches. Mais je vous en dis pas plus, mais c'est très très beau, puis c'est super bien dessiné, c'est très épuré, et en fait la beauté, on insiste beaucoup sur la beauté de cette fille-là, qui est très très pure et très c'est ça, comme très respectable et très. On a juste envie de. Elle a l'air comme une poupée parfaite. Et en fait, le dessin reflète vraiment ça. C'est très épuré, un petit peu comme la personnalité de la jeune fille.
Donc j'ai beaucoup aimé. Puis on retrouve un personnage principal qui lui ressemble un petit peu à ces personnages un peu mauvais garçons au grand cœur de GTO, des mangas furieux. Lauriane, tu as aimé le tome de Albator qui est sorti en 2020. Oui, c'est la BD faite par un auteur français qui était effectivement très très cool. Romy, tu me demandes est-ce qu'on a reçu le tome 2 de Spy X Family. Alors attends, je me mélange entre la version anglaise et la version française. Donc en anglais, on l'a reçu et en français de mémoire, non, mais je vérifie tout de suite. Non, on l'a pas encore reçu. Il était prévu pour le 9 décembre, il a été retardé. Ça devrait plus être très long normalement. Il est bientôt le temps de se quitter. Je vous partage quelques-uns de mes coups de cœur. Alors ça a été très difficile de choisir mes coups de cœur. Et puis on va publier en fait tous les coups de cœur de l'équipe très bientôt. Mais juste pour vous, parce que vous êtes là et que vous avez été super participatif et super vraiment attentif, je vous partage, allez, un coup de cœur dans chaque type de manga, même si j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Alors, mon coup de cœur shonen, c'est définitivement Spy X Family. On en a parlé en long, en large et en travers ce soir, j'y reviendrai pas dessus. Mais honnêtement, c'est vraiment une super découverte. Je vous montre un petit peu les dessins quand même, parce que tantôt on en a parlé, mais on n'a pas du tout évoqué les dessins. Alors ça, c'est notre petite fille télépathe, qui est super mignonne. Puis j'aime vraiment le fait qu'elle reste toujours en retrait, mais que c'est le personnage finalement le plus intéressant du manga. Alors il y a des scènes très humoristiques, un peu comme dans la série Sakamoto pour vous servir, et il y a des scènes très action, surtout avec la femme de notre espion. Donc voilà, Spy X Family définitivement à découvrir, coup de cœur shonen de l'année pour moi. Coup de cœur shoujo, c'est tout récent, c'est Notant Contraire. Vraiment une très très belle découverte. Alors moi je suis une grande fan de Clamp, puis j'avais adoré aussi Please Save My Earth quand c'était sorti dans les années 90. Oui, je suis vieille, je le sais. Merci de ne pas faire de commentaires. Et Notant Contraire, mais en fait, m'a rappelé autant Please Save My Earth que toutes les œuvres un peu underground de Clamp. C'est vraiment une super belle série. Ça se passe dans un futur où les humains n'habitent plus la Terre parce qu'elle est trop polluée, mais ils ont construit des bases, en fait, des bases. J'ai perdu mes mots dans l'espace, qui sont en fait qui naviguent tout autour de la Terre. Et puis à la fois, il y a eu des expérimentations sur l'être humain qui a fait que certains êtres humains qu'on appelle des néothènes peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Et c'est un petit peu les stars du moment finalement. Tout le monde n'a de Dieu rivé que pour eux. Et les néothènes sont... En fait, 4 de ces néothènes sont nos personnages principaux. Alors, c'est un manga qui est très complexe. Je vais pas trop rentrer dans les détails, j'ai plus beaucoup de temps. Mais ils ont tous des personnalités très différentes, dont l'un qui est très rebelle. Et puis, qui dit, moi, ma vie en tant que néothène est très codifiée. Surtout que on se rend compte que c'est une société un peu dystopique. Hein. Il y a un peu Big Brother is watching you. Là, tout le monde doit observer des codes très très précis. Puis il y a peu de liberté humaine et de libre arbitre. Et puis lui, il est un petit peu artiste, un petit peu rebelle, il se rebelle contre ça. Et un jour, il va emmener ses amis dans le quartier des plaisirs, qui est un quartier où justement on n'est pas surveillé et où tout peut arriver. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'une jeune fille magnifique dont il va immédiatement tomber amoureux. Et c'est un petit peu elle qui va causer sa perte. Ça va être un peu le grain de sable qui se met dans l'engrenage et qui fait que tout va basculer. C'est un univers complexe qui met vraiment beaucoup de temps à s'installer, mais à la fois il est tellement intéressant puis tellement bien construit et les personnages sont tellement juste beaux en fait, ils sont tous beaux, les gars comme les filles, mais ça fait qu'on est immédiatement plongé dans cet univers et puis on n'a plus envie d'en sortir à la même manière que quand on lit un manga de Clamp. Fait que vraiment à découvrir shoujo, Notant Contraire. Et oui, Anne, c'est Akata. Une petite dédicace pour toi. Ah bah oui, tu l'avais dit. Oh non, j'avais pas vu ton commentaire. Mon coup de cœur seinen de l'année, c'est Walking Cat.
J'avais plus le tome 1, j'ai plus que le tome 2 à vous montrer, mais c'est une série de zombies très originale qui est terminée en 3 volumes, où en fait il y a eu une invasion de zombies, et les quelques humains évidemment cherchent à survivre. Il y a une rumeur comme quoi il y aurait une île qui a été préservée des zombies, et où on peut se réfugier afin de survivre. Et on va suivre un homme qui cherche à retrouver sa femme, et qui pense qu'elle est peut-être là-bas. On va suivre également un chat. Et on va se rendre compte rapidement qu'en fait, l'homme n'est pas le héros, c'est le chat le héros. C'est le chat le narrateur, et c'est lui le personnage le plus important de l'histoire. Et ce que j'aime, c'est que le chat et l'humain sont vraiment mis sur un pied d'égalité. Et bien sûr, le chat ne parle pas, hein, ça reste une série qui est réaliste, même s'il y a des zombies dedans. Je sais que c'est bizarre de dire une série réaliste avec des zombies, mais dans le sens où c'est pas un chat qui parle, il n'a pas de super pouvoir, que ça, c'est juste un chat. Mais cette relation en fait entre le chat et l'humain va donner quelque chose de vraiment. On va rester. C'est ça en fait qui va permettre. C'est ce chat. Je vais y arriver à faire ma phrase. C'est ce chat qui va permettre aux humains de garder leur humanité et de pas juste péter une coche parce que c'est la folie partout. Et donc c'est une série qui est très très humaine et en fait très très réaliste dans les thématiques qui sont abordées, même si ça parle de zombies. Donc définitivement à découvrir. Puis en plus c'est une petite série courte en 3 volumes. Puis, mon dernier coup de cœur, alors mon coup de cœur dans les Kodomo, dans les mangas plus pour enfants, c'est Iruma à l'école des démons. Ça vient de sortir, j'ai capoté. J'ai adoré, je me suis éclatée. Oui, c'est pour les enfants, mais j'ai retrouvé mon enfance, je pense. Alors, Iruma, c'est l'histoire donc de notre héros qui s'appelle Iruma, tout simplement, qui est un petit garçon qui est très passif, on va dire. Il ne sait pas dire non, absolument pas. Et puis même le jour où ses parents vont le vendre à un démon pour de l'argent, il va pas dire non. Il est donc vendu à ce démon, puis ce démon, c'est... Je vais essayer d'y arriver, parce que là, voilà, c'est lui. Ce démon, c'est un vieux papy démon qui est complètement gâteux. Il rêve d'avoir un petit-fils, il a jamais eu de descendance, et donc il s'achète un petit-fils humain. Et avec pour seul but de le gâter, pourrir dans tous les sens. Alors, Iruma va vivre chez ce démon, dans le monde des démons, et il va donc aller à l'école des démons, dont son grand-père est le directeur. Ce qui va se passer, c'est qu'il se dit, oulala, tous ces démons, ils seraient bien contents de me manger, parce que ils se nourrissent d'humains, clairement, donc il faut absolument pas qu'on me repère, faut surtout pas que je sache qu'on sache que je suis humain, alors je vais me faire tout petit, très discret, et on n'entendra jamais parler de moi. Manque de peau, son grand-père en a décidé autrement, il est tellement fier d'avoir un petit-fils qu'il va juste ébruiter le fait que Iruma est son petit-fils, puis qu'il est formidable, puis que le monde entier devrait avoir les yeux rivés sur lui. Il va se passer plein d'affaires qui vont faire que tout le monde va le connaître finalement au bout d'une journée. Donc pas du tout discret, vraiment pas. Il va commettre plein de bourdes, c'est n'importe quoi. Alors il y a plein de scènes où ils apprennent la magie un petit peu à la Harry Potter, mais avec beaucoup beaucoup d'humour. Et puis il va en fait évoluer dans ce monde-là en essayant tout simplement de ne pas se faire manger. C'est complètement hilarant. Honnêtement, j'avais pari comme ça depuis très très longtemps. C'est très bien fait, les personnages sont hyper bien construits, l'action est très bien balancée avec le côté humoristique, c'est décalé. En même temps, il y a quand même un dessin qui se tient carrément. Si je vous montre cette image-là, on voit que la perspective est comme super bien rendue. Et puis, c'est ça, tous les personnages sont intéressants et l'action est super présente. Ça s'appelle Iruma à l'école des démons, et donc ça vise en fait c'est un shonen mais qui vise un public plus jeune, c'est pour ça que je le classe dans les livres pour enfants, mais honnêtement vraiment une super belle découverte, et même si on n'est pas un enfant, vous l'avez vu, hein, je suis loin d'être une enfant, on peut s'éclater avec ça. Donc Iruma, c'était mon dernier coup de cœur. J'ai plein d'autres coups de cœur, mais ça va être réservé pour notre petit article sur les coups de cœur de l'équipe de l'année 2020. Merci beaucoup à tous pour ce live, il est déjà temps de se quitter. J'espère que vous avez aimé ça. Merci beaucoup pour votre participation.
C'était vraiment cool de pouvoir discuter avec vous, de connaître vos cadeaux, vos coups de cœur de l'année. C'était un super bon live pour commencer l'année. Et on se retrouve jeudi. On reprend nos lives thématiques. On reprend nos lives sur les nouveautés, tout simplement. Avec à jeudi tout le monde. Bye bye et merci.